Il y a plein de moments dans ma vie. J'en veux au moins un ou la meilleure. Dans la sauce, beaucoup d'émotions, de parler d'elle, ouais, ça met un petit peu les larmes aux yeux. Vous les athlètes là, vous nous emmerdez et tout. Faut changer tout le. J'ai vu même que tu avais été, ça va intéresser les muels ça, championne de France UNSS de tennis de table. Ouais. Voilà, on y arrive. Là, on parle des vraies choses. Fan de foot, fan du PSG. J'ai grandi grandi avec le PSG, moi. J'ai le parc, etc. C'est quelque chose que Messi n'a pas fait. C'est un GOAT aussi, mais c'est pas mon GOAT. Les gens qui font des cris de singe dans les tribunes, je sais pas, je dis waouh. On n'a pas été payé pendant 7 mois et jusqu'à aujourd'hui, toujours pas. 7 mois dans l'air. Ah, il y en a, ils sont encore à l'équipe de France, hein. C'est vrai. Bah voilà. J'ai fait une dépression post-olympique. Je me rappelle quand je commençais à regarder les Jeux, bah, c'était Marie-Jo. C'était ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire comme Marie-Jo. Salut à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Dans la sauce, votre émission où on cuisine nos invités avec un petit peu de sauce pimentée parfois. Et ce soir, quelques surprises aussi pour notre invitée Alison Pilot. Salut Alison. Salut. Tout va bien? Tout va très bien, merci. T'es en forme? Je suis en forme. Alors, petite tradition, Alison, est-ce qu'il y a déjà un moment dans ta vie où tu t'es retrouvée dans la sauce? Ouais. C'est vrai? Il y a plein de moments dans ma vie. J'en veux au moins un ou la meilleure. Dans la sauce, un truc typique de sportif. Donc, t'as tout prévu, le train, tu vois, ou l'avion qui t'est organisé, qui doit arriver pile poil. Donc, t'es trop content. Tu dis, ouais, j'ai trouvé le bon vol. Et puis là, d'un seul coup, y a un retard ou l'avion, du coup, il est annulé. Et là, tu es dans la sauce parce que tu sais que tu dois être là, tu sais que... Parce que tu as compète derrière. Ah là, soit il y a une compète, soit il y a un match, ou il y a un truc. 2 jours après, tu sais que c'est le moment où il faut que tu reviennes et tu n'as pas le droit d'être absente. Et là, en plus, c'est pas de ton fait, tu maîtrises rien. Exactement. Horrible. Et là, tu sais que tu vas te faire attraper quand tu rentres au club. Et tout le monde est vénère parce que, ouais, elle a gratté et tout. Non, je n'ai pas gratté, les gars, mais mon vol est genre, elle a raté son vol et tout. Et là, tu sais que tu es dans la sauce de dingue. Bon, alors celui qui peut te mettre éventuellement dans la sauce ce soir, c'est Lemuel qui s'est caché dans une cabine quelque part ici dans le building pour peut-être poser des questions qui fâchent. Salut Lému. Salut Alison, salut Flora. Salut. J'espère que tout va bien. Bon, la dernière fois, c'était un ONUP, le champion du monde de BMX, qui était assis à ta place. Nous, on n'invite pas n'importe qui, tu vois. On aime les gens avec un beau palmarès. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Championne olympique, championne du monde, championne d'Europe de handball notamment, élue meilleure joueuse du monde en 2009. Ça pose les bases. Tout de suite, respect quand même. Comment je vois ce palmarès. Est-ce que tu es fière d'ailleurs quand tu regardes ce palmarès? Est-ce que ça te plaît? Ouais, ça me plaît plutôt bien. Ouais. Tu changerais quelque chose à ça, franchement? C'est difficile de faire mieux. Je rajouterai une ligne et j'espère pouvoir la rajouter à la fin de cette saison. C'est la raison pourquoi j'ai décidé de prolonger ma carrière. C'est la Ligue des Champions. C'est le seul titre qui manque à ma carrière. Tu vas aller chercher avec Metz, donc ton club. Voilà, exactement. Donc, ça, ce serait l'accomplissement ultime? Je pense pas à l'accomplissement ultime parce que l'accomplissement ultime pour moi, ça a été être championne olympique. Ouais. Ça a été vraiment la consécration de ma carrière. Je courais après ce titre depuis tellement d'années. Quand on m'a passé le flambeau en 2008 à Pékin, j'en ai fait vraiment un devoir. Et du coup, carrément, une mission. Quoi. Ouais, ça a été vraiment la mission. Et bon, tu me diras, on t'avait pas demandé de porter le truc à toi toute seule. Mais mais tu l'as pris comme tel. Voilà, moi je l'ai pris comme tel. On m'a dit, maintenant c'est ton tour. T'es arrivé, t'es jeune, t'as vu comment c'était, tu sais ce que c'est. T'as vécu cette expérience, on t'a préparé maintenant pour ça. C'est à toi maintenant d'emmener entre guillemets ton sport là où il a jamais été. Et je m'y suis attelée. Il y a eu beaucoup de déceptions avant de pouvoir y arriver, donc. C'est ce qui rend peut-être les choses encore plus belles quand ça arrive. Exactement, quand ça arrive. Il y a eu l'échec de Rio, médaillé d'argent, et puis finalement il y a eu ce Tokyo. La consécration. Voilà, la consécration. Donc la Ligue des Champions, ça aurait une saveur totalement différente, mais ça serait finalement le beau point final. À ta carrière. Exactement. Alors l'équipe de France, tu le sais forcément, qui est en plein dans son Euro de handball en ce moment, ça se passe en Autriche. Alors malheureusement, tu n'es pas avec elle. Est-ce que c'est dur pour toi justement de voir l'équipe de France évoluer sans toi, loin? Non, plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. Mon objectif, c'était les Jeux de Paris. Bien sûr, quand tu es humain, on est tous humains et il y a cette déception derrière, mais il n'y a eu aucune jalousie. Je me suis battue avec les armes que j'avais. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose aussi qui est venu, entre guillemets,
pas apaiser cette déception, mais apporter une joie différente dans ce parcours de Paris 24, ça a été la flamme. Faire partie des derniers relayeurs, allumer la vasque à Metz, se retrouver dans le parc des Tuileries avec tous les anciens qui ont marqué leur sport, et voir Marie-Jo et Teddy allumer voilà, cette montgolfière, ça a été extraordinaire. Déjà, nous, on a rêvé devant notre télé, alors toi qui étais à l'intérieur du truc. C'est un moment qui restera gravé à jamais. Ça a été une émotion vraiment particulière, magnifique, extraordinaire. Et je sais que si j'avais été au jeu, j'aurais pas pu le vivre. Et c'est aussi un petit peu la consolation. D'ailleurs, comment tu l'as appris? On t'a appelé? Est-ce qu'on t'a dit que tu serais parmi les derniers relayeurs? On t'a appelé le jour J? Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un secret énorme autour de cet événement. Ouais, mais je pense que ça a été vraiment tout ce parcours autour de la flamme, les athlètes qui étaient sélectionnés. Moi, par exemple, la vasque à Metz, je l'ai appris 48 heures avant, ou même, je crois, la veille, que j'allais être la personne qui allait allumer la vasque sur la place de la Rep. Énormément de joie forcément d'apprendre. Je reviens à Metz, j'allume la vasque. Tout un symbole. Ouais, exactement, tout un symbole. Et puis, ça a été pareil finalement pour dernier relayeur. Mais l'anecdote est assez quand même cocasse, j'ai envie de dire. Parce que c'est Tony qui voit que j'ai toujours pas renvoyé pour j'ai pas donné de réponse à mon invitation pour la cérémonie d'ouverture. D'accord. Alors pourquoi tu t'es dit je sais pas, je suis pas sûre d'y aller? Non, c'était pas ça. Moi j'aurais rêvé d'y aller, j'espérais y aller. Non, pas du tout, mais parce que j'avais entraînement. Ah! Et donc, j'avais entraînement. Mais je ne savais pas à ce moment-là. Et donc, j'attendais vraiment le dernier moment. J'essayais de trouver un schmilblick, comment j'aurais pu m'y rendre, etc. Et c'était quasi mission impossible parce que la cérémonie commençait assez tôt. Moi, je finissais l'entraînement à 17h45, même en voiture, il y a 3h30 de Metz. C'était mort. Donc, le mercredi, Tony m'appelle, il me dit Ali et tout, c'est Tony. Je dis ouais, non, il me dit écoute, tu viens à la cérémonie. Je dis écoute, c'est-à-dire que j'attendais le dernier moment, etc., pour voir si je pouvais venir. Malheureusement, je ne peux pas venir. Et donc, Tony, lui, était resté sur la page si pas j'arrête. Et donc, du coup, il n'était pas à la page sur le fait que je continue à Metz. Que tu joues encore. Et que voilà, etc. Et donc, il me dit mais j'avais pas suivi, etc. Non, il me dit non, mais par contre, là, donc, comment dire, donc, il m'a pas dit entièrement ce qui allait se passer, mais il me dit j'ai besoin de toi. Et voilà, il me dit écoute, je te l'annonce comme ça, c'était pas prévu que tu l'apprennes de cette manière, mais tu fais partie, il me dit pas des dernières années, mais il me fait, il y a un truc extraordinaire qui se prépare avec toi et d'autres athlètes. Et là, je me dis, truc de fou. Je dis, écoute, appelle mon président. Je savais que mon président. Débrouille-toi avec lui. Mais je savais que honnêtement, mon président allait potentiellement accepter parce qu'il connaissait la grandeur de l'événement et que c'était un moment important pour moi de reconnaissance, je pense, par rapport à ma carrière pour le handball, etc. Donc voilà, et le président a dit oui, en accord avec l'entraîneur, etc. Et voilà. Et ouf de soulagement là quand même. Ouais, ouf de soulagement parce qu'après je me dis mais waouh, j'aurais raté ça, mais le regret. Et j'ai quasiment pas eu de regret dans ma carrière. Et ça, par contre, je pense que ça me serait resté. Est-ce qu'il t'a dit autre chose sur ce moment-là? Est-ce que tu savais quels étaient les autres relayeurs qui allaient allumer la vasque? Rien du tout. T'as tout découvert sur le moment? On a tout découvert quasiment sur le moment. On se rend à l'hôtel. Le collectionneur, c'était le point, c'était le QG en fait des jeux, des officiels et tout, etc. Et donc on se voit tous, mais on sait, entre guillemets, on ne sait pas. Et on monte dans les vannes, on sait qu'il va se passer un truc, et là on se regarde et tout, et puis elle dit les gars, vous savez ce qui va se passer, et tout, etc. Et tout le monde se fait non et tout, mais moi j'ai juste entendu ça. Bon. Et puis c'est marrant parce qu'on a vraiment déjà appris au dernier moment. Donc on a su qu'il se passait extrêmement le truc, on arrive, on est dans tout le protocole, président, etc. Et on sait vaguement ce qui va se passer, on sait pas vraiment. Et puis c'est là, donc quand la cérémonie commence, et donc il y a tout ce protocole, ce cortège où on est exfiltré. On est exfiltré, et là on dit préparez-vous, dans 15 minutes vous allez être exfiltré, tout, etc. Donc on était sur l'estrade, il y avait le président qui était là, il y avait
tout le monde, quoi. Il y avait Thomas Barr, il y avait Tony, et on était juste derrière, tu sais, comme ça, et dans la tribune. Et puis là, il y a les journalistes qui disent ah, les athlètes commencent à partir, mais où est un tel, où est un tel. Et donc ils ont essayé de remplacer, mais forcément les gens, il y a des visages, tu les vois, ça marque et tu sais. Inaperçu non plus. Exactement. Et donc on est exfiltré, et là on est dans des vannes, on attend, et là on arrive place des Tuileries. Et là, on découvre le poteau rose. Wow. Et quand on arrive aux Tuileries, même encore, il se passe un long petit moment avant de savoir réellement ce qu'il y a. Et là, il y a la réunion qui commence, briefing. Donc, on voit la cérémonie qui continue à se dérouler. Tout le monde commence à s'habiller. Donc, il y a un timing qui est hyper serré. Et puis, je sais pas, ça fait 45 minutes qu'on est là, on sait toujours pas ce qui va se passer réellement, quoi. Et puis c'est là donc le briefing. Vous dites quoi à ce moment-là avec les différents sportifs? Ouais, on est content, on est heureux, on est comme des gamins, mais vraiment comme des gamins. On est heureux d'être là, de voir qu'il va se passer un truc de fou, et on vibre, vraiment heureux. Avec qui t'as le plus de complicité à ce moment-là? Bah honnêtement, pas mal d'athlètes. Il y avait Mika, il y avait Alain Bernard, il y avait Lorman Odou, il y avait Tony Parker, il y avait Jean-François Lamour. Quelques petits noms du sport français. Oui, exactement, mais il y avait plein de noms. Donc il y avait Marie-Jo. Donc tu avais vu quand même Marie-Jo et Teddy Riner qui étaient là. Mais non, Teddy est arrivé vraiment à la fin, parce que Teddy était sur le bateau. D'accord. Et donc, Teddy a été exfiltré une fois, il faisait partie des athlètes qui participaient exactement. au jeu. Et donc on apprend vraiment à la fin. Donc, ils nous briefent, et ils nous disent donc là, on fait partie des derniers relayeurs. Donc là, waouh, tout le monde est... voilà, et il va y avoir un parcours qui va partir de tel point et vous allez vous la passer, blablabla, etc. Et à ce moment-là, on ne sait toujours pas quel est l'ordre, qui va commencer, qui va pas finir. C'est dingue. Et donc, quand il nous dit ça, et à la fin, on apprend que c'est Marie-Jo qui va allumer la vasque avec Teddy. Mais Teddy est toujours pas là. Teddy est toujours pas là. Moi, je peux remplacer s'il faut. Je suis là. Teddy est toujours pas là. Et c'est fabuleux. Et donc, on ne sait toujours pas dans quel ordre on passe, jusqu'au moment où le micro est tombé, on essaie de gratter. Voilà, t'es où, regarde ton numéro, et tout, etc. Et entre guillemets, c'est comme ça qu'on a réussi un petit peu à savoir. Mais après, ils nous ont dit les numéros. Donc, on a su que c'était Amélie Mauresmo qui allait récupérer la vasque, du bateau qui venait de Raphaël Nadal avec Carl Lewis, et tout, etc. Enfin, c'était... T'as les jambes qui tremblent un petit peu là au moment où tu récupères. C'est un parcours assez court pour le coup, parce que vous êtes nombreux à récupérer la flamme. Est-ce que t'as les jambes qui tremblent un peu? Non, même pas. Je profite. Il ne faut pas que je la fasse tomber. Non, même pas, parce que comme je l'avais déjà porté à mai, je savais que c'était, mais comme une gamine. Comme une gamine, j'ai vraiment profité de moi-même, les gens qui... j'ai été remplie de fierté. Fierté, heureuse comme une gamine d'être là, de participer, ça restera gravé à jamais. Je veux dire, il y a 2 milliards de téléspectateurs qui te regardent à travers le monde. Et c'est un moment fabuleux, c'est extraordinaire. Moi, je revois j'ai les étoiles dans les yeux, ça je se voit, palpite. Tu sais quoi, quand c'est la palpitation, voilà, de vraiment je me dire waouh. Ça, c'est sûr, c'est un moment qui n'appartient qu'à vous et que personne d'autre. Je pense qu'on était les 22 athlètes les plus chanceux de cette soirée. Mais vraiment. Après, c'était aussi mérité de par votre palmarès, ce que vous avez accompli aussi pour l'équipe de France. Et pour en revenir au bleu, du coup, toi, tu as tiré un trait maintenant sur cette équipe de France, ou c'est un objectif d'y revenir un jour encore? Non, parce que mon but, c'était de prolonger d'une année. Aujourd'hui, je ne me projette pas du tout sur une année supplémentaire. Je suis très heureuse de là où je suis actuellement. Et puis voilà, je vais arrêter à la fin de la saison, donc l'équipe de France, j'y retournerai pas. Et en soi, il n'y a pas de problème, avec ça. Je suis très heureuse du parcours des filles. J'ai toujours été derrière l'équipe de France. J'ai toujours dit que l'équipe de France n'appartenait à personne. Donc à partir de ce moment-là, voilà. Et puis il y a un temps pour tout dans la vie. On est de passage aussi dans cette équipe de France. Bien justement, il y a 2 anciennes que tu as bien connues qui tenaient à te faire un petit coucou ce soir dans la sauce. Regarde. J'en étais sûre. Comment ça va? On voulait te faire un gros bisou. On espère vraiment que tu passes une bonne émission et surtout que tu vis une très belle saison. Profites-en pour ta dernière. On te fait plein de bisous. Je passe la parole à Camille. J'espère que tu n'as pas prévu trop de dossiers. En tout cas, non, on est pour rien. C'est une gentille vidéo. Alors, on est dans les gens, on part pour Vienne. Et on a vu que tu avais fait la belle quand même un petit peu dans une conférence il n'y a pas si longtemps. C'est ça. Un gros bisou à lui. Plein bisous. Bisous.
Camille Aiglon et Siraba Dembélé, deux potes de l'équipe de France, deux vrais amis que tu as croisés aussi en club. Raconte-nous un petit peu ton histoire avec elle, parce qu'on sent beaucoup de complicité. Ça, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de mal à avoir un petit message. Hein, c'est pas très compliqué. Dès qu'on a dit Alisson, c'était bon, c'était parti. Bah écoute, Siraba, ça a été ma capitaine. Beaucoup d'émotions de parler d'elle, ça met un petit peu les larmes aux yeux. Mais pourquoi? Parce que vous êtes liés, parce que vous avez vécu ensemble ce que vous avez partagé? Ouais, exactement, mais c'est tellement une belle personne, on partage énormément de valeurs, on a vécu énormément de choses ensemble et tout, etc. C'est très fort, mais aussi des moments un peu moins glorieux, j'ai envie de dire, avec l'équipe de France. On a joué aussi en club au Vardar, donc il y a eu aussi Paris. Siraba, c'est vraiment quelqu'un que j'ai dans mon cœur. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Humainement, j'aime énormément la femme. Et puis encore plus aujourd'hui, dans son nouveau travail d'agent. De joueuse, donc c'est beaucoup d'amour pour Siraba. Si tu devais retenir un événement, là, comme ça, le premier événement qui te vient à l'esprit avec elle. Il y en a tellement. Ouais, c'est dur, il y en a beaucoup. Moi, j'ai envie de me souvenir de Rio. Vraiment de Rio, je me rappelle d'un moment où elle a parlé d'identité par rapport à notre équipe, par rapport à qui on était. Et je pense que ça a été vraiment très fondateur dans les succès que l'équipe de France a connus à partir de cette période. Il y a eu les succès d'avant. L'équipe de France avait déjà été championne du monde, elle a été déjà 2 fois vice-championne du monde, mais on avait connu les déceptions de Pékin et de Londres. Et Rio, ça a été vraiment la compétition qui a tout changé dans le futur de l'équipe de France. Certes, il y a eu cette médaille d'argent, mais au-delà de cet argent, il y a eu cette aventure humaine qui a été très très forte. On a été un groupe très très soudé, alors qu'on avait été un petit peu mis à mal les 6 derniers mois avant, parce qu'il s'était passé certaines choses dans l'équipe de France. On avait changé de coach, etc. Et vraiment, cette aventure humaine m'a vraiment marqué, moi, dans ma carrière. Ça a été l'une des plus belles que j'ai vécues. Il y a eu les aventures sportives qui ont été rigolotes, et pourtant, on n'a pas été championne olympique, mais moi, c'est une aventure vraiment humaine qui m'a marquée. J'avais vécu pas mal de compètes, comme jusqu'à 2016. J'avais déjà vécu 2 Jeux olympiques. Plein de choses en équipe de France, Voilà, donc j'étais pas en reste non plus. Mais ça m'a vraiment marqué, et c'est vraiment là que j'ai senti qu'il y a eu un switch par rapport, en fait, à notre image, à cette identité, qui on était vraiment en tant qu'équipe. La cohésion qu'il y a eu entre vous. Je pense qu'avant, il y avait peut-être trop cette histoire de comparaison avec les autres nations. On n'était pas encore, on était la France, mais on n'était pas la France qu'on est aujourd'hui. Depuis maintenant, j'ai envie de dire, 8 ans, depuis qu'on a été de nouveau championne du monde en 2017. Les filles ont été championnes du monde aussi en 2023. Mais il s'est passé quelque chose, et je me rappelle que Siraba avait eu ce discours qui m'avait beaucoup marqué. Elle avait joué un rôle là-dedans, tu veux dire? Ouais, elle avait joué un rôle, parce que ces mots, moi, ils sont restés, ils m'ont marqué, et on n'était plus en train de se dire l'équipe de France doit jouer comme telle ou telle nation. Non, l'équipe de France, c'est l'équipe de France, avec sa diversité, avec ses skills, avec aussi ses faiblesses. On ne joue pas le même handball que les Nordiques, parce qu'on n'est pas une nation sportive dans un premier temps, mais on n'est pas aussi une nation handballistique. Les pays nordiques, ils vivent handball, c'est leur premier sport national. Et donc, on a appris à accepter ça. Et puis d'ailleurs, ça a été... après, il y a eu un exode. Après ça aussi, vers l'étranger, beaucoup de Françaises qui sont parties. Et ça a tout changé aussi, ça a bonifié énormément l'équipe de France. On parlera justement de toute ton histoire, justement pour comprendre aussi la femme que tu es aujourd'hui. On parlera aussi beaucoup de ton livre qui est juste derrière, Ali, histoire d'une championne. Pourquoi ce titre, Ali? Moi je te dis, je vois ça, je pense à Mohamed Ali direct, mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que Alisson, ou il n'y a aucun rapport exactement. Avec on m'appelle comme ça Ali, et que ça passait, que c'était très bien. Je pense en termes de titres, je pense qu'on a aussi cherché cette proximité avec le public, parce que finalement il y a très peu de personnes qui m'appellent Alisson. J'ai plusieurs surnoms, mais les gens la plupart du temps m'appellent aussi Ali. D'accord. Donc voilà.
Je vais arrêter de t'appeler Alison. Bon, on est à peu près de la même génération. Tu as 35 ans, tu as grandi à Aubervilliers. Tes parents sont originaires de la Guadeloupe. Tu as 2 frères, Steven, alors Michael. Comme tu veux, si tu l'as fait à l'américaine. Tu sais quoi, j'allais te dire Alison, Steven, Michael, on est très américains. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un truc avec les États-Unis chez toi? C'est ma mère, influence des feux de l'amour, tu sais, dans quelle génération et tout. C'est vrai, elle a vraiment tiré les prénoms des pas des feux de l'amour, mais je pense qu'elle a toujours eu un peu cette sensibilité des prénoms américains. Et c'est un truc d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans ton livre, que je vous invite à lire d'ailleurs, qui est super intéressant. Tu parles beaucoup des États-Unis, de la mentalité américaine, de la fascination presque que tu as développée pour ce pays-là. Ça vient d'où? Pourquoi ça vient de ta mère justement? Ou non, pas du tout. Je pense que tu sais, on est de la même génération et donc on a vécu aussi ce truc de l'American Dream. Aujourd'hui, les États-Unis, ça me fait plus rêver comme ça me faisait rêver avant, pour des raisons X et Y. Mais moi, j'ai vraiment cette âme de l'entrepreneuriat. Et donc, pour ça, les États-Unis, ils sont très forts, ils sont bons. Voilà, que tout le monde peut réussir. C'est ce que j'aime dans cette mentalité américaine, de te dire que tout est possible et que tu peux partir de rien et tu peux en fait atteindre les sommets, ce que j'adore. Et puis aussi, j'adore le sport US. J'adore les athlètes américains. J'ai suivi depuis que je suis toute petite. Donc ça vient aussi de là. C'est pas la culture en elle-même. Aujourd'hui, par exemple, avant, il y a 10-12 ans, même un petit peu plus, je rêvais de partir vivre à New York parce que moi, voilà, j'adore l'économie, la finance, etc. Je me disais, Wall Street et tout, etc. Et bah, tu sais, donc je suis retournée au States l'été dernier. Ça faisait un petit moment parce qu'avant, j'avais pris l'habitude d'y aller tous les ans quasiment et puis de visiter différentes villes. Donc j'ai fait toutes les grandes villes. Et quand j'ai vu que la bouteille d'eau c'était 4 €, je me suis dit, ah ouais, bah non, on va peut-être. Ça a changé, hein. Ouais, ça a vachement changé. Et puis, je sais pas, j'aime pas ce. Voilà. C'est vrai que je pense que la côte californienne, la Californie, ça serait vraiment un kiff parce qu'il y a un climat tempéré, il fait beau, bon d'y vivre, etc. Et puis il y a la mer. Tu trouves qu'il fait pas bon vivre à Paris là en ce moment? Non, pas trop. À Metz, ça doit être beaucoup. Non, il y a beaucoup plus. Est-ce que c'était quoi ton rêve américain, toi? T'en avais un quand t'étais petite, plus jeune? J'avais pas un rêve en particulier, mais c'était de vivre ce truc, l'entrepreneuriat, tu vas réussir. Vrai, déjà quand c'était déjà ce truc. Ouais, c'était vraiment ce truc que j'adorais. Et je me disais toujours, ça serait un truc de fou et tout, de faire une université américaine, etc. Ouais, je me disais, la sororité et tout, moi, ça me donnait trop envie. Ouais, tu te vois aujourd'hui encore aller faire des petites études aux États-Unis, honnêtement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Top. Ouais, j'aimerais beaucoup faire un MBA. Une fois que j'aurai fini mon bachelor, un MBA à Wharton, ça me ferait vraiment kiffer. Parce que tu as repris tes études, on le rappelle, quand même dans l'étude dans la finance, donc ça va, ça se passe bien. Tout ça avec l'entraînement, les matchs, tu jongles tout ça entre les deux? On a l'habitude, nous les athlètes, c'est pas toujours facile, mais on a l'habitude. C'est quoi? C'est une question que je me suis posée en préparant parce que je me suis dit, est-ce que vraiment, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la culture américaine t'intéresse aussi, c'est que je suis pas sûre que nous en France on soit vraiment fait pour allier sport et études. C'est un peu compliqué. Pourtant ça existe le sport-études, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on a l'impression que c'est quand même compliqué pour les athlètes qu'à un moment donné il faut forcément mettre de côté les études si on veut réussir dans le sport de haut niveau. Je pense que c'est le système. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolutions quand même. Moi, je me souviens quand je décide d'arrêter un peu de mes études, de les mettre de côté, mais je m'étais promis que j'allais les reprendre plus tard. On est en 2012. Il n'y avait pas grand-chose en online. Il n'y avait pas beaucoup de cursus. C'était compliqué de trouver des trucs. Et puis surtout, les écoles ne voulaient pas aider les athlètes. C'est ça, il faut adapter. C'était comme ça, vous les athlètes, là, vous nous emmerdez et tout. Il faut changer tout le calendrier, exactement. C'est chiant. Et les profs, justement, ils n'allaient pas dans nos sens. Moi, je me rappelle, en terminale et tout, c'est l'année où j'arrive, on fait la préparation du mondial de 2007 avec l'équipe de France. Et le mondial est en France. Et donc, il y a eu énormément de stages et j'ai beaucoup raté les cours. Et les profs, ils n'allaient pas dans mon sens, ils ne m'ont pas aidé. Ah ouais? Mais c'est dingue. Alors qu'ils savaient que tu avais à côté ce parcours-là. Ouais, mais parce que j'étais dans un lycée privé. Okay. Et en plus de ça, tu te rends compte, je te parle de 2007, donc c'était il y a presque 20 ans. Non, ne dis pas ça. C'était il y a presque 20 ans, donc t'imagines. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'il y a, t'imagines qu'il y a 20 ans, il y avait... presque que dalle, quoi. Donc, c'est pas plus mal que ça ait évolué. Donc ça a aussi, évolué. Je sais qu'aujourd'hui, je pense que les établissements, les clubs, fédérations essaient justement de se rapprocher des écoles avec les athlètes, de regrouper aussi des athlètes pour justement aider à aller dans ce sens, que se dire les athlètes, ils n'ont pas envie de lâcher les études. Donc
aller dans leur sens, aidez-les, justement. C'est juste une question d'aménagement, voilà. Exactement. Ouais, tout est possible. Si on revient à Aubervilliers dans les débuts des années 90, elle ressemble à quoi la petite Alison? Est-ce qu'elle est déjà aussi combattante que tu l'es aujourd'hui? Ouais, je pense. Ouais. Garçon manqué. D'ailleurs, très belle phrase que tu as dans ton livre que j'ai adoré. Tous les garçons manqués font des filles très réussies. Je trouve ça, magnifique comme phrase. J'ai toujours su que j'étais une fille manquée. Tu vois. Ah bon? À l'inverse, ça marche aussi. Garçon manqué, donc tu étais plus... j'étais garçon manqué. Dès que ma mère m'autorisait, j'étais dehors, jouer avec mes potes, jouer au foot, au basket, etc. J'étais une touche à tout déjà. Le sport, j'adore ça. J'ai vraiment ça dans le sang. Moi, je viens d'une famille antillaise et donc déjà le vélo, le sport, c'est quelque chose que... Ah là, c'est là. Ma mère a fait de l'athlétisme un peu, mais... pas à haut niveau, et donc moi c'était ça. J'étais déjà une combattante, j'étais déjà une cascadeuse, je vais dire. J'avais, voilà. Casse-cou. Ouais, casse-cou, déjà. Il y a, dans ton enfance, t'en parles dans ton livre assez facilement, c'est pour ça que je vais l'évoquer aussi avec toi, parce qu'elle est aussi marquée par la violence, mine de rien, chez toi, la violence de ton père envers ta mère. Tu le dis, je me cache sous la table, c'est comme ça que tu le décris dans le livre. À quel point c'était ta manière de te protéger, finalement, tout ça? À quel point ça t'a marqué, justement, cette période-là? Le fait de faire un bouquin, ça fait aussi ressurgir énormément de choses, de moments. C'est une introspection qui est jamais facile, je pense, pour n'importe qui. Ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des mots. Et donc, je pense que c'était une manière de me protéger. C'était énormément de questions, mais c'est quelque chose qui était là, et c'est quelque chose que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'en parle parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de qui je suis. Et surtout, moi, je défends la cause des femmes. Et donc, c'est important pour moi aussi de dire que je suis aussi capable d'en parler. J'ai pas envie d'avoir cette hypocrisie, de dire que je défends quelque chose, alors que moi aussi, j'ai été confrontée à... Pas directement, indirectement. Et ça allait de soi. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, c'était important. Ce que j'ai envie de dire, c'était vraiment important d'en parler, de dire que voilà, moi aussi, j'ai vécu ça, qu'on peut aussi s'en sortir, que c'est jamais facile d'évoquer ces choses-là, surtout en tant qu'enfant. C'est vrai que pendant des années, c'est des moments de ma vie que j'ai, entre guillemets, un peu enfouis, qui ont été là. Un peu de déni. Exactement. Mais j'ai plus envie d'être dans ce déni-là, parce que je sais que demain, j'ai le souhait de devenir maman. Et donc, je pense que c'est aussi une manière pour moi de me libérer de quelque chose pour être la meilleure maman demain. De te soulager de ce poids-là aussi. Exactement. Et tu parles de mère, tu l'as dédié d'ailleurs ton livre à ta maman. Et il y a un message qu'elle écrit à la fin de ton livre, une très jolie lettre aussi. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'est presque un petit peu mystérieux finalement son message. Je vais citer une partie, mais elle dit « J'espère que cet ouvrage t'aidera à trouver une paix intérieure. Autrement, pourquoi rouvrir des vieilles blessures de 30 ans? Peu importe ce que j'ai vécu, cette histoire m'appartient. Je n'ai pas à me justifier. Peut-être que tu aurais aimé qu'il en soit autrement. » Quelle relation vous avez aujourd'hui toutes les deux? Parce que c'est vrai que moi, ce message, je l'ai lu et je me suis dit, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que toi, tu l'avais vu avant? Comment ça s'est passé? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, bien sûr, je l'ai vu avant la publication du livre, mais je le découvre à la fin quand le bouquin est terminé, etc. Et que voilà, on a la version finale. Et là, je découvre le mot. Et donc, c'est à l'image de ma mère. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, mystérieuse, qui a aussi cherché à se protéger de ça. Et donc, je ne suis pas surprise. Elle t'en a voulu de parler justement de ce qu'elle avait vécu quand vous étiez ensemble? Elle t'en a voulu? Oui, elle m'en a voulu. Mais d'ailleurs, je pense que entre guillemets, le mot en soi, voilà. Les vieilles blessures dont elle parle, voilà, c'est exactement. Mais je le comprends aussi. Honnêtement, je comprends très bien que c'est un moment de sa vie qui est difficile et que peut-être pour elle, c'est plus facile de le laisser enfoui de cette manière. C'était aussi un moment très douloureux de sa vie et que pour elle, c'est sans doute plus simple aujourd'hui, après 30 ans, de laisser comme ça. C'était aussi une autre époque. Il ne faut pas oublier ça. Et donc, je comprends pour elle que ce soit difficile, mais elle l'exprime aussi que j'y trouve aussi une certaine paix. Et oui,
Oui, et puis elle termine son très joli mot en disant qu'elle t'aime. Voilà, il y a beaucoup d'amour en fait à travers tout ça, et c'est ça qui était un petit peu, voilà, il y a un petit peu un sentiment de mélanger, d'ambiguïté, tout à fait. C'est votre relation aussi aujourd'hui, parce que tu poses beaucoup de photos avec elle malgré tout, donc on sent de la complicité et en même temps un petit peu cette incompréhension parfois peut-être sur certains sujets. Oui, tout à fait, de l'incompréhension, mais après c'est comme toute relation mère-fille. On a aussi, voilà, elle a ses opinions, elle a ses positions, et moi j'ai les miennes. On est aussi deux caractères très forts. Moi, je suis taureau, ma mère, elle est sagittaire, donc elle a aussi des opinions bien appuyées, et moi aussi. Et puis, ma mère, c'est aussi quelqu'un qui a toujours été sur la retenue par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle a vécu, on se dévoile etc. pas trop, donc, voilà, exactement. Donc, c'est aussi sa manière, c'est de la manière dont j'ai été éduquée, j'ai été élevée. Mais j'ai senti qu'à un moment de ma vie, c'était aussi quelque part une prison dorée. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai accepté de faire cette autobiographie. Parce que j'avais ce sentiment que j'avais besoin de me libérer de certaines choses, j'avais besoin de parler de moi d'une autre manière, que les gens finalement ne voient pas que l'armure, mais la femme qui se cache derrière tout ça. J'ai aussi vécu des choses très très dures, la vie ne m'a pas toujours gâtée, mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à faire de belles choses. Ma mère m'a inculqué énormément de choses, de valeurs qui ont fait que j'ai aussi pu réussir. Et voilà, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je viens aussi des quartiers, je viens d'une famille modeste. Voilà, ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune. Et malgré tout, quand on a envie de réussir dans la vie, on a envie de se donner les moyens, on peut le faire, on peut réussir. T'as dit 2 fois malgré tout. Est-ce qu'au final, tu ne penses pas que ces épreuves dans ta jeunesse t'ont aidé à réussir à faire cette carrière? Oui, bien sûr. C'est marrant parce que souvent, quand j'étais encore en équipe de France, on échangeait beaucoup avec les filles sur notre enfance, la manière dont on a grandi, malgré que des fois, il puisse y avoir 10 ans qui nous séparent, 5 ans qui nous séparent. Il y a plusieurs générations. Ouais, exactement. Mais par exemple, je parle avec des filles, et puis des filles qui ont aussi grandi dans les quartiers, et souvent on revoit les mêmes schémas, etc. Et c'est dingue, et c'est fou, et on en parle en échange, on dit ouais, mais moi j'ai grandi comme ça, ah mais ouais, mais moi ma daronne c'était ça, ma daronne elle lâchait pas l'affaire, tu vois. Et les mêmes schémas, même 50, 10 ans après, ça existe, tu vois. Et puis la vérité, c'est qu'aussi dans une famille de couleur, dans une famille noire ou de couleur, tu grandis pas de la même manière que dans une famille blanche, et c'est une réalité, c'est pas voilà, c'est ça. Moi, ma mère, elle nous a élevés les 3 toutes seules. Moi, j'ai grandi à la dure. Voilà. Par contre, ma mère, ça a été une combattante comme toutes les mères célibataires. Et donc, moi, c'est les valeurs de travail, de combativité, d'abnégation, de résilience. C'est ça. Mon enfance, c'est ça. Oui, mais c'est des valeurs qui t'ont porté aussi tout au long de ta carrière et dans ta vie de femme. Et justement, cette carrière, enfin, tu disais, j'étais déjà dans la rue en train de faire plein de sports. Est-ce que ta mère, elle t'a toujours soutenue dans le côté sportif? Elle a toujours accepté que tu veuilles faire du sport ton métier, finalement? Ça a toujours été... Pas toujours. Au départ, non. Et pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas rentrer au pôle à cause de ça, d'ailleurs. Oui, parce que le pôle avait envoyé la convocation pour faire les détections, et donc ma mère n'était pas trop chaude pour que je rentre au pôle à 14 ans. Parce que c'était quoi? Études c'est ça, c'était la génération d'avant, et donc les études, c'était, tu vois, c'était moi, c'était les études et nada mas, quoi. Et donc, je rate ma mère bosse, elle n'a pas tilté, c'était pas une priorité, quoi. Dit ma mère, voilà. Et donc le pôle a rappelé derrière, donc je rate les détections, et le pôle a dit non mais madame, il va peut-être falloir, on veut votre fille. Donc du coup j'ai même pas fait les détections, je me suis rendue à Tournan-en-Brie avec ma mère pour faire la visite médicale, et that's it, et en septembre je rentrais au pôle, quoi. C'est fou ça, parce que on a l'impression finalement quand tu racontes tout ça aussi que ça va très vite pour toi. Il y a ce pôle, il y a le centre de formation aussi qui arrive après, tu te retrouves finalement très vite dans un cadre très professionnel, j'ai envie de dire, alors qu'on est à un âge où on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, etc. Est-ce que tu as quand même réussi à suivre justement les règles sérieusement? Parce que moi justement, je pense que c'est
j'avais besoin de ce cadre-là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su, je pense que j'ai fait du sport très très jeune parce que j'ai su que je voulais faire carrière. Et en fait, au départ, je ne savais pas dans quel sport. Parce que j'étais touche à tout et que j'étais bonne, je voyais que j'étais bonne dans plusieurs sports. Et finalement, je ne savais pas dans quel sport j'allais aller. Je faisais du sport dehors, je faisais dans les camps d'été de ma ville. Donc dès que tu pouvais faire du sport quelque part, exactement. Mais par contre, j'avais pas ce sport parce que je faisais pas du sport en club. Encore ma mère, elle était pas trop chaude pour ça. Et puis finalement, c'est dans un camp d'été dans ma ville, c'est un entraîneur qui m'a chopé, il me dit t'as des grandes mains. Alors, il était entraîneur de hand de l'équipe qui était en 2e division à cette époque-là. Je faisais de l'escale, je faisais plein d'activités avec lui. Il me dit là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 10 ans, j'ai 10. Je rentre, je commence à 11-12 ans. Et les camps d'été que j'avais fait 10, j'avais 9, 10 ans à peu près. C'est quand même super jeune. Ouais. Donc ma mère n'avait pas les moyens de nous envoyer en vacances, donc moi je faisais les activités. Toute la journée, j'étais occupée. J'arrivais le matin à 9h. Je faisais une activité de 9 à 12, de 1 à 12. Et c'est comme ça que je remplissais mes journées. Et je faisais tous les sports. Je faisais du triathlon, du tennis, de l'athlé. Ah oui, j'ai vu même que tu avais été, ça va intéresser les muels, ça, championne de France UNSS de tennis de table. Voilà, on y arrive. Là, on parle des vraies choses. On parlait de handball depuis tout à l'heure. Là, c'est quoi ça? C'est fou, ça, quand même. Parce que c'était finalement, donc, tu sais, il y avait l'UNSS le mercredi au collège. Et tout simplement, et tu t'es pas dit, je vais continuer du coup? Tu as été championne de France? Ça m'a pas... parce que c'était le collège, c'est que le mercredi. Du coup, si tu fais en club, tu t'entraînes un peu plus. Et non, j'ai pas continué. C'était le seul sport qui finalement m'intéressait un petit peu dans les sports qui étaient UNSS qui étaient proposés en fait au collège. Et j'ai fait, et oui, mais d'ailleurs, c'est l'année d'après, parce que moi je suis rentrée avec Amanda au pôle, je suis rentrée en 4e au pôle. Et du coup, c'était en 5e quand j'ai été championne de France UNSS. Et après, je partais au pôle l'année d'après. Donc tout s'est vite décidé derrière pour le handball. Mais tu le disais, tu faisais beaucoup de sport. Tu es encore consommatrice énormément de sport aujourd'hui? Je consomme, Et puis même quand je fais pas du handball, même l'été, je peux faire d'autres sports. J'adore. Fan de foot? Fan de foot, mais pas que. Fan de foot, fan du PSG. J'ai grandi avec le PSG, moi. J'ai le parc, etc. J'y vais encore quand je peux. J'ai vécu tous les PSG, moi. C'est qui ton GOAT du foot, alors? Du PSG ou non, tout. CR7. Tu sais quoi, j'allais te dire Messi, Cristiano, toi t'es directement radical CR7, c'est vrai. Parce que, alors tu sais quoi, j'allais te dire, tu partaires peut-être des valeurs avec lui en commun. Mais c'est exactement ça. Voilà, ce côté abnégation, travail, etc., objectif en tête. Parce que lui, il a été façonné, c'est-à-dire qu'il était bon, mais il sortait pas du lot non plus. Puis en plus, j'ai envie de dire, des footballeurs portugais qui sont forts techniquement, il y en a beaucoup. C'est leur marque de famille très modeste aussi. Donc, mais c'est le travail, cette éthique de travail, et comme au fur et à mesure des années, il a façonné même son corps, etc. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément. Et puis, homme d'affaires aujourd'hui aussi. Exactement, mais ce que j'aime beaucoup dans l'athlète et aussi dans l'homme derrière, c'est le fait qu'il a évolué dans quasiment tous les championnats, sauf en Allemagne, et il a toujours brillé. Peu importe là où il est passé, il a brillé. Et ça, c'est quelque chose que Messi n'a pas fait. Et c'est ce qui enlève, tu vois, un petit peu ce truc que moi, c'est un GOAT aussi, mais c'est pas mon GOAT. T'as quelque chose à dire sur le passage de Messi au PSG, peut-être? Non, j'ai rien à dire. Je pense que c'est un peu comme tout dans la vie, c'est que quand quelque chose est fait par défaut, finalement, ça se finit toujours un peu mal. Quand c'est pas choisi. Quand c'est pas choisi volontairement, qu'il n'y a pas par le cœur. Voilà, exactement, qu'il n'y a pas une réelle envie. Les chances que ça se passe mal sont assez grandes, j'ai envie de dire. Un exemple dans ta carrière qui représente ça? T'as fait des choix un peu par défaut, ça t'est déjà arrivé? Alors, par défaut, non. Mais par contre, il y a un choix que je fais quand je pars du Vardar, que je fais. Je le fais pas par défaut, mais je le fais parce que j'ai envie de jouer cette Ligue des Champions. Et peut-être que ça a été le truc par défaut de dire, alors que peut-être j'aurais pu faire la croix sur cette saison de Ligue des Champions et me dire, je vais dans un club qui est pas en Ligue des Champions, mais qui dans le futur va y être, etc. Et ça a été c'est pas un regret, mais s'il y avait un choix où je dirais que j'ai pas fait forcément le bon choix à ce moment-là, c'est celui-là.
On parle beaucoup d'ailleurs, tu en parles toi aussi de sacrifice, mais rien, dans ton livre concernant ta carrière, parce que je le disais, tu as commencé très jeune. C'est toute l'adolescence qu'à un moment où on a envie de s'éclater, on a envie d'être avec des potes et tout. Tu as fait quand même un petit peu la fête, hein, tu le dis quand même dans le livre, mine de rien. Ouais, mais tu vois, il y a eu quelques petites conneries, je pense. Mais tu vois, c'est venu après. Ah ouais. Parce que quand je me revois, quand je suis au centre de formation, je voyais les filles, elles s'amusaient, même des fois elles disaient ouais là, là. Et moi en fait j'avais gardé ce truc que ma mère elle nous a vachement bridé. La rigueur. La rigueur, mais parce que elle bossait et elle avait peur qu'on tombe mal et donc c'était resté à la maison. Beaucoup elle voulait pas tout ça, qu'on s'éparpille et qu'il se passe quelque chose, qu'il nous arrive quelque chose ou que demain on tourne mal et qu'on te dise voilà. Ma mère était très attachée à ça et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai gardé pendant longtemps aussi. Et donc c'est tu vrai t'es interdit peut-être. Ouais, je me suis interdit beaucoup de choses pendant longtemps. Et quand je pars à l'étranger, j'ai un espèce de déclic. Mais ma mère ne peut plus voir ce que je fais. C'est bon. En fait, inconsciemment, c'est peut-être ça. Ouais. Et je me dis, et là, je me lâche. Et en fait, j'avais une super pote à l'époque et elle était vachement dans la déconnade, dans la fiesta. Les mauvaises fréquentations. Pas les mauvaises fréquentations, mais vraiment dans la fête, faut se lâcher. Il y a un moment, en fait, c'est bon, le match est terminé là, c'est bon, on va se lâcher, tu peux profiter. Et je vais pas dire que c'était. Ouais, ça a été un moment de ma vie où je suis quand même devenue un peu fêtarde. Oui, mais t'as besoin aussi. Mais je suis contente d'avoir vécu ça parce que je l'ai vécu un petit peu tardivement. Mais je suis contente de l'avoir vécu à ce moment-là. Parce qu'après, je me suis rendu compte, finalement, tu as vécu ta vie là, tu vois, tu as 23 ans, tu pars à l'étranger. Après, ça s'est fait vraiment naturellement. C'était pas genre forcé en disant, il faut que tu t'amuses, faut que tu ailles. Non, c'était vraiment. Tu as ressenti le besoin, j'ai ressenti, je l'ai fait. Et puis après, j'ai continué le flow pendant un. Puis après, voilà, ça s'estompe. Puis il y a l'âge, etc. Ouais, mais on sent que tu aimes bien quand même t'amuser, mais ça fait partie aussi de ta personnalité. Et ce qui est marquant aussi, c'est ton besoin de voyager aussi. Tu en parles beaucoup dans le livre. Alors, ça rejoint peut-être ce que tu disais aussi, c'est ce besoin de voir autre chose que juste le cadre familial que tu avais, parce que pas beaucoup d'argent, donc pas possibilité de faire beaucoup de voyages quand tu étais petite. Et dès que tu as pu, t'es partie, direct. Et loin en plus, quoi. Ouais, direct. Ouais. J'adore voyager, c'est ma première hobby. Dès que j'ai du temps libre, moi c'est direct, je pense week-end, voyage, où est-ce que je vais partir, etc. J'adore aller découvrir le monde, rencontrer différentes cultures, parce que aussi le fait d'avoir été joué à l'étranger, ça m'a permis aussi de me rendre compte d'énormément de choses. On me dit que les voyages forgent la jeunesse, et c'est une réalité. Tu te rends compte que déjà ça m'a appris l'humilité, d'aller dans des pays où, qui finalement sont pas aussi développés que le tien. Les gens, ils n'ont pas grand-chose. On va énumérer ce que tu as fait, mais tu es allé beaucoup en Europe de l'Est, en Roumanie, Macédoine, Slovénie, Monténégro. Donc là, c'est vrai que tu te retrouves confronté à un niveau de vie qui est complètement différent de ce que nous, on vit en France quand même. Ouais. Et ça a forgé la femme que je suis devenue. Vraiment. Les gens n'ont pas grand-chose, mais ils ont le cœur sur la main. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a appris l'humilité, comme je l'ai dit. Et puis surtout de me rendre compte à quel point je suis chanceuse d'être française aussi. Parce que je me suis pété le nez une fois quand j'étais au Monténégro, sur la saison juste avant l'Euro. Donc je ne fais pas l'Euro 2021. Non, 2020, pardon. Dernier match de Ligue des Champions avant la trêve, je me pète le nez et là je me retrouve dans un hôpital public au Monténégro. Wow. Et eux, ils fonctionnent beaucoup avec les cliniques. Mais là, c'est hôpital en direct. Je peux te dire que t'es comme as. Ah ouais. T'es comme as. Tu regardes bien l'aiguille avant qu'ils te mettent quoi que ce soit. Ouais, donc avant l'aiguille, je me dis, putain, mais il y a quelqu'un qui va me remettre le nez, mais je sais pas, le mec, je sais pas du tout. Donc déjà, avant la consultation, tu rentres dans l'hôpital, tu vois le lit, donc le truc, il est tout défoncé, le lit d'hôpital, le truc, il change pas le papel, là, le truc, etc. Wow. Franchement, t'as peur, quoi. Ouais, t'as peur, mais après, les gens, ils font avec ce qu'ils ont. Oui, donc voilà. C'est même pas de leur faute. Et là, tu te dis, waouh. C'est juste tellement loin de ce que nous on vit que... Exactement, et c'est ça, c'est pour faire le parallèle, on te dire, en fait, l'hôpital français, c'est bien. Oui, c'est ça, finalement, on peut être content. Et donc, le mec, il est arrivé, il m'a dit, j'étais en contact en même temps avec le doc de l'équipe de France à l'époque, etc. Et je flippais de fou. Et le mec, il m'a dit, ouais, on va vous mettre un truc, genre dans une salle. Enfin, c'était une autre salle, là, du coup, c'était un peu plus, tu vois... Un peu plus clean. Ouais, un peu plus clean, etc. Et là, je me dis, wow, j'espère que mon nez va pas être de travers, j'espère que mon nez... Et en fait, ça s'est... J'espère qu'ils vont me remettre droit, ça va, on voit rien. Franchement, on voit rien du tout. Non, ça s'est super bien passé au final, on met le truc et tout, etc. Et pendant 72 heures, j'ai clamsé, j'avais un truc dans le pif, j'avais un pif comme ça, je pouvais pas respirer par le nez, parce que moi, je respire par le nez. Enfin, c'était horrible. Et quand ils m'ont enlevé le truc à délivrance, je vois, ah putain.
Ça va, c'est bon, je m'en suis sortie, ouais. Je pars tourner. Mais le mec a été bon. Je pense que le mec, honnêtement, quand je l'ai vu arriver, la manière, il m'a touché 2-3 mots et tout, etc. Ouais. Déjà, il maîtrisait bien l'anglais. Déjà, ça met un peu en confiance. Déjà un peu plus. Ça rassure. Donc, ça m'a rassurée. Mais ouais, ça m'a surtout après ça de dire t'es chanceuse d'être française, t'as une couverture sociale, t'as des objets qui sont propres, c'est clean, tu vois. Enfin, donc, voyager, c'est ça. Et puis, j'adore m'enrichir des différentes cultures. J'adore vraiment ça. Expérience complètement différente aussi quand tu arrives à l'étranger. T'en parles aussi, malheureusement, c'est là-bas que t'es confronté aussi au racisme, peut-être pour l'une des premières fois pour toi. Qu'est-ce qui se passe quand t'es là-bas? C'est où d'ailleurs, en Roumanie? Ouais, c'est en Roumanie, chamboulé. C'est la première fois. Tu sais que quand on entend parler, ça te touche d'une certaine manière. Mais quand ça t'arrive à toi-même, quand tu le vis et tout, c'est différent, vraiment différent. Et ça m'a marqué, je suis tombée, j'avais les larmes directes, les larmes C'était pendant un match on commençait à couler et tout, etc. Et d'ailleurs, le lendemain ou le soir même, je fais un long post sur Facebook pour dire que je prends un carton rouge, d'ailleurs, que tu n'as pas mérité, mais bref, on s'en fout. C'est anecdotique et ça me marque. Ouais. Ça m'a marqué vraiment et je me suis dit, purée, si tu dois vivre ça tous les week-ends, les gens qui font des cris de singe dans les tribunes, je sais quoi, je me dis, waouh. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueuses de couleur dans l'équipe? Oui, il n'y en avait pas. J'étais la seule à ce moment-là. Mais au-delà de ça, je veux dire, des Noirs, t'en vois dans les films aussi. Donc, du coup, c'est pour ça que... Mais ouais, à ce moment-là, je suis très touchée. Ça te marque? Je suis très touchée, marquée, très énervée aussi. Et voilà, et puis il y a aussi les filles qui essaient de me rassurer, et tout, etc. Mais je leur dis, ouais, je peux pas accepter, les filles, c'est pas comme ça, tu vois. Donc, et quand on voit que ça se passe encore aujourd'hui dans les stades de foot, un peu partout, le chemin est encore très long aussi là-dessus. À l'étranger, c'est aussi, mine de rien, parce que là, on parle du niveau de vie en Roumanie et tout, mais paradoxalement, les salaires sont plus importants aussi pour vous, les joueuses. Et pourtant, tu as eu beaucoup de mauvaises expériences aussi dans des clubs à l'étranger, avec des dépôts de bilan de certains clubs, etc. C'est fou parce que ça c'est arrivé plusieurs fois, en fait. Ça t'est arrivé plusieurs fois. Il y a une espèce de malchance là-dessus pour toi. Pendant longtemps, on me dit, toi, t'es le chat noir. Le chat noir du truc, Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que... D'ailleurs, il y en a qui te doivent de l'argent encore, parce que c'est quoi, les salaires n'étaient pas versés? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Par exemple, l'année en 2015-2016, on n'a pas été payé pendant 7 mois et jusqu'à aujourd'hui, toujours pas. 7 mois dans l'air. Donc non, moi je récupérais jamais. C'est vrai? Jamais. Mais attends, on parle de quoi là? 50, 60 000 euros Ouais, plus. Ah, plus que ça? Mais c'est fou quand même. Il n'y a pas de levier juridique, tu peux faire appel à rien Le problème, c'est un peu le problème de notre sport aujourd'hui. Les joueuses et les joueurs ne sont pas assez protégés par rapport à ça. Et donc, forcément, toi, t'es une goutte d'eau, quoi. T'es une goutte d'eau dans le truc. Et puis, les fédérations ont plutôt intérêt à se lier avec les clubs parce que leur but, c'est qu'il y ait un maximum de clubs dans la ligue, etc. Et le sport féminin, c'est un équilibre qui est très, très fragile. Ouais. Et voilà, et donc, t'es dépendant de ça. Ouais. C'est ce qui fait aussi que tu es rarement resté plus d'1 an dans un même club, notamment il n'y a pas que pour ces raisons-là. Et ça t'a valu, malgré toi, l'image d'une sportive un peu fiable, c'est ce que tu dis toi dans le livre. Et ce qui est horrible d'ailleurs comme image, parce qu'après on a tous des choix de carrière ou quoi au caisse, mais comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as envie de répondre justement quand on te dit ça? Non, je pense que j'ai eu de la malchance. Honnêtement, j'ai eu de la malchance. Quand je pars à l'étranger, j'étais restée 3 ans à Paris, 3 ans à Metz. Quand je pars de Metz, c'est pas un choix par défaut, c'est parce que je sens que j'ai fait le tour et que aujourd'hui, j'ai envie de passer un cap dans ma carrière. Le Metz d'il y a 12 ans n'est pas le Metz d'aujourd'hui. Et donc, je pars parce que voilà, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un nouveau challenge, j'ai besoin de me challenger avec les meilleurs au monde, si je veux devenir l'une des meilleures au monde, etc. C'est tout ça qui me motive. C'est un chemin obligatoire de partir à l'étranger. Exactement. Et quand je pars dans mon premier club à Holkim, eux, par contre, ils m'ont tout payé. Versé. Voilà, tout versé. Pas au moment où je pars, mais après, ils m'ont tout rendu. Mon idée, c'est pas je signe 1 an parce que j'ai besoin de voir. Pas parce que j'ai, entre guillemets, comment ça va se passer. J'ai pas envie d'être... voilà. Mais au départ, je me dis pas que je vais partir du club. C'est-à-dire qu'à la fin de saison, c'est pas ça mon idée. Oui. C'est je signe 1 an pour voir comment ça... Et on voit comment ça se déroule et tout, etc. Et manque de peau, ce club, il existe depuis je sais pas combien d'années. C'est l'une des saisons, la saison où j'arrive, où il y a le plus de problèmes d'argent.
Ouais, mais c'est quoi? Parce qu'ils prenaient trop de joueuses avec des trop gros salaires? Il y a ou eu ils ça, calculaient pas il y a très eu bien, ça, mais le sponsor principal, c'était l'usine de pétrochimie qui était dans la ville. D'accord. Et même les gens qui travaillaient à l'usine n'étaient pas payés. Et ça faisait scandale le fait que... bien sûr. Voilà, donc en fait, là, c'est arrivé, c'était une histoire de gestion. Ouais. Donc le club, à la fin de saison, ils ont... Voilà. Ils n'ont pas fait dépôt de... Si, ils ont fait dépôt de bilan. Ouais. Ils ont fait dépôt de bilan. Ils sont repartis en 2e division. Et après, ils sont remontés 2 ans après. Ils se sont reconstruits. Et je pense que ça, c'est aussi beaucoup la Roumanie. C'est qu'ils dépendent beaucoup des subventions publiques. C'est souvent la municipalité qui donne l'argent. Et il suffit que la municipalité change. Et voilà. Et il y a ça. Et donc, c'est fragile, c'est très très fragile. Et puis des fois, surtout, ils aiment beaucoup aussi s'enflammer. Donc, je crois qu'on est un peu les rois du pétrole, là. Ouais, c'est ça. Et, voilà. Et donc souvent, c'est pas viable. Mais ça a beaucoup évolué. Parce qu'avant, il y avait des... Comment je peux dire ça? Pas des techniques, mais... des process un petit peu qui étaient installés où ils payaient une partie avant et donc du coup après ça faisait des décalages etc. Paiement, ouais exactement. Ils payaient des joueuses ils donnaient une partie fou avant, parce que ça te retombe entre guillemets dessus, donc avec cette étiquette de sportif peu fiable. Est-ce que d'ailleurs les critiques c'est quelque chose qui t'a atteint? Enfin, je sais qu'en 2009 quand tu es élue meilleure joueuse du monde, tu es très jeune encore à ce moment-là, tu as 20 ans, tu es la première française quand même à avoir décroché ce titre, c'est toujours valable encore aujourd'hui, c'est la petite fierté. Il y en a beaucoup malgré tout qui disent que c'est un titre que tu mérites pas ou alors que d'autres méritaient plus que toi et tu l'as super mal vécu ces critiques-là. Tu parles même d'accident de parcours finalement en parlant de ce titre-là. Pourquoi tu l'as aussi mal vécu? Tu n'arrivais pas à être légitime par rapport à ça? Alors, c'est pas que je me sentais pas légitime dans le timing. D'accord. Je pense que c'était tôt, mais c'était aussi une récompense. Depuis que j'étais arrivée, ça faisait pas longtemps. Je suis arrivée à Paris, j'étais pro à Paris en 2006. Je fais la préparation, mais je fais le mondial avec l'équipe de France, je vais aux Jeux de Pékin, etc. Et donc, pour les gens, j'avais pas assez prouvé pour mériter ce titre-là. Ouais. Ma plus grande fierté, c'est que je l'ai gagné en dehors de l'ère des réseaux et donc du coup les réseaux n'ont rien influencé. Donc ça c'est une grande fierté. Et puis je pense que je n'étais pas prête, j'avais pas encore d'équipe autour de moi, l'environnement, etc. Et de voir la jalousie, tout ce que ça a suscité, alors que moi je me disais que c'était une fierté. Aucune Française ne l'avait gagné. Mais ça l'est. Et du coup en fait les gens ont super mal pris, l'ont mal pris dans le sens où c'est la petite jeune qui le remporte alors qu'il y a eu d'autres grandes joueuses avant elle qui auraient pu. Mais oui, mais ça c'est pas de ma faute. Bah oui, c'est ça. Et voilà, donc j'avais commencé, j'arrive sur ma première saison en D1, je fais partie du top 10 des meilleures marqueuses, non mais c'était justifié, je veux dire, etc. Il y avait pas, donc j'ai été 2 fois vice-championne du monde, j'ai été meilleure demi-centre sur les 2, donc voilà. Ça sortait pas de nulle part. Ça sortait pas de nulle part, mais c'était tôt dans la tête des gens. Ouais. C'était tôt, et puis surtout que j'ai été la première Française. Il aurait fallu que j'ai un petit peu plus de pédigré pour pouvoir... voilà. Oui, parce que tu as 20 ans à ce moment-là. On en a parlé rapidement, mais tes débuts en équipe de France aussi jeune, finalement. Comment ça s'est passé justement l'intégration dans l'équipe de France? Est-ce que ça a été simple pour toi, la petite jeune, de te faire ta place dans cette équipe? Non, pas du tout. Elles t'ont pas facilité la tâche? Non, personne m'a facilité la tâche. En plus, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui arrivaient en équipe de France. Et puis moi, j'arrive à 17 ans. On veut des noms. et du coup, non, pas du tout. On ne va pas faciliter la tâche. On ne va pas développer le tapis rouge, dérouler. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la C'est plus simple aujourd'hui, tu veux dire, quand on voit je sais pas, des Paoletta Fopa qui sont arrivés très jeunes en équipe de France aussi, c'est plus simple pour elles? Oui. T'as pas reproduit les mêmes schémas toi quand les jeunes sont arrivés? Oui, pas du tout, j'ai combattu ça entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien des guillemets, mais il y avait d'autres filles qui étaient là et c'est quelque chose. On est là pour transmettre un héritage. Donc oui. C'est quoi, il y avait en fait l'ancienne génération qui avait peur un peu pour sa place en voyant arriver les petites jeunes, ou c'était quoi? Je sais pas si c'était une peur par rapport à leur place ou c'est parce qu'à un moment donné la lumière est venue sur moi, peut-être un peu trop tôt. Je pense qu'il y a un petit mélange de tout. Il y a un petit mélange de tout. La petite gamine qui était là, qu'on a vue, parce que j'avais fait France jeune, j'ai pas fait France junior, je suis partie directement avec France senior. Il y a tout un process. Voilà, exactement. Et puis c'était une époque, finalement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui arrivaient. Donc c'était, voilà. Et puis, moi, je suis pas arrivée non plus sur la pointe des pieds.
Moi, je suis arrivée pour casser la baraque. Et je pense que quand tu es jeune et que tu veux casser la baraque, ça peut déranger. Mais moi, c'était pas dans la parole, c'était dans les actes. C'est-à-dire que c'était dans le travail. T'étais déterminée. J'étais déterre et j'ai toujours été déterre. C'est ce qui a fait que j'ai eu cette carrière, cette longévité. J'ai toujours été focus. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne pourront jamais, mais jamais, jamais, jamais me reprocher. C'est-à-dire que j'ai pas triché. C'est une fierté. Même encore aujourd'hui, quand je vois à Metz comment je m'entraîne, et des fois quand je vois les jeunes comment ils s'entraînent, ça me fait sourire. Je connais le prix à payer pour avoir la carrière que j'ai eue. Ouais, donc c'est ce qui te rend fier aussi de ton parcours. À l'époque, quand tu arrives en équipe de France, c'est déjà Olivier Crumbles. J'ai l'impression qu'il a fait 30 ans d'équipe de France, Olivier Crumbles. Quelle relation tu as eue avec lui? Parce qu'il y a eu des hauts et des bas aussi tout au long de ta carrière en équipe de France avec lui. Quand j'arrive, je suis la petite jeune, hein, donc Olivier, je n'ai même pas de souvenir, donc c'est-à-dire que ça ne m'a même pas marqué. Ouais. Mais c'était vraiment que sur le handball, pas plus que ça. C'est pas quelqu'un qui m'a protégée, c'est pas quelqu'un, non, pas du tout qui m'a il a fait du cocooning pour non, pas du tout. De toute façon, ça a jamais, Olivier, il a jamais été comme ça. C'est pas sa personnalité. C'est pas sa personnalité ni son caractère, donc non. Donc j'ai une relation vraiment entraîneur-entraîné quand j'arrive en équipe de France. Donc tout se passait bien avec lui. Tu disais tout à l'heure, c'est plus tard dans ta carrière que tu as commencé à faire un petit peu la fête, etc. Parle-nous des couches-tard. Qui c'était les couches-tard? C'est une équipe que tu avais créée avec d'autres filles? C'était quoi ça, les couches-tard? On veut des anecdotes. Je sens que tu en as plein, il y en a plein qui te viennent là. Allez, raconte-nous. Ah, il y en a, ils sont encore en équipe de France. Hein. C'est vrai? Bah voilà, on veut des noms. Non, on va pas balancer des noms, mais des couches-tard. Moi, quand j'étais très jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu insomniaque. Par exemple, je sais que quand on était en équipe de France jeune, on regardait des Bollywood des fois avec Dredoroin, avec d'autres, etc. Et puis, je me souviendrai, il y a l'année où on prépare les Jeux de Pékin, donc je crois qu'on est au Crêpes de je sais pas où, là, dans le centre de la France. Et j'étais avec Véronique Péquerolles en chambre. Et donc, plus âgée que moi, dernier JO, etc. Et moi, je suis la petite jeune, donc tranquille, moi je regarde mes séries, et tout, etc. Et puis, elle se lève au milieu de la nuit et elle voit que je suis encore devant mon ordi, je regarde et tout, les lendemain matin, elle balance ça aux anciennes, mais gentiment. Elle dit, la petite, elle est encore en train d'éveiller. Elle dort pas, et tout, etc. Et ouais, c'est resté comme ça pendant le temps. Mais je suis toujours une couche tard. Je me couche plus tôt qu'avant. Parce qu'avant, c'était de l'abus, c'était de l'exagération. Mais t'arrivais à récupérer quand même Ouais. J'étais toujours remplie de fougue. Ça, en fait, t'as une énergie débordante. Ouais, j'avais une énergie très débordante. C'est plus trop le cas. Maintenant, c'est beaucoup plus maîtrisé. C'est plus pareil. Ouais. Bon, écoute, on a quand même malgré tout un petit défi que quelqu'un t'a lancé, qu'on va regarder tout de suite. T'es prête? Je sais pas si t'es prête. Je suis curieuse. Ah, j'en étais sûre. Tu me demandes beaucoup, tu sais très bien. J'aime toutes les deux, c'est quasiment en même temps sur TikTok. Je pense que tu as vu le TikTok de l'équipe de France, la petite chorégraphie qu'on a fait. Donc je te mets au défi, j'aimerais que tu réalises la choré, s'il te plaît. Merci. Grazadi, comment on peut dire non à un si joli Et ben voilà, regarde, tu vois, une couche tard, Grazadi. C'est vrai? Ouais. Alors regarde la choré, elle est là. Est-ce qu'on se l'attend ou pas? Là maintenant? Ouais. T'es chaude ou pas? Non, je suis pas chaude. C'est vrai. Faudrait que je répète parce qu'elles ont répété un peu. Ouais, mais je vois qu'il y a toujours Glosa aussi qui est là. Là, mais c'est toujours les mêmes devant. C'est ça qui est marrant. Et Grazadi, elle est pas derrière, elle est toujours devant. Ok, bon Grazadi, je te prends au défi et je te ferai la choré sur TikTok. Alors, tu sais quoi? Tu nous tagueras aussi comme ça parce qu'on veut voir le résultat. Et merci parce que tu m'évites moi aussi de m'afficher à faire cette choré pour tout le monde maintenant. Mais on voit, il y a beaucoup de complicité avec Grazadi qui est plus jeune aussi, malgré tout que toi. C'est elle qui te surnomme Bingo? Ça vient d'où ce surnom? Du tout. Alors, Grace ne m'appellera jamais Bingo. C'est vrai? Non, parce que Bingo, c'est un surnom qui m'a été donné quand l'ancienne génération est encore là, les anciennes, etc. Et du coup, par exemple, Siraba, les anciennes que j'ai connues avant, sont autorisées à m'appeler Bingo, parce que ça partait de là.
Donc, mais Grace, non. Mais elle m'appelle Bingochette. J'allais dire, elle a forcément son petit Bingochette, surnom. Pinochette. c'est plus ça, on a énormément de complicité. Elle vient aussi du 93. Et j'aurais été tentée aujourd'hui de montrer une petite photo. Mais ça aurait été énorme. Mais si tu l'as, vas-y. Je vais pas la montrer, je vais pas l'afficher. Mais ouais, on est très très complices. Tu sais quoi, un jour, si on l'invite dans la sauce, on t'appellera pour que tu puisses l'afficher. Ouais, franchement. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'elle sait que si j'apparais à l'écran, elle va savoir direct. C'est vrai, le dossier, c'est ce que c'est. Ouais, mais c'est fou parce que cette photo, elle est restée. Quand elle me l'a ressortie, elle me dit, tu sais, Ali, j'ai ressorti mon Blackberry. Et moi, j'ai été une go du Blackberry. Les plus jeunes ne comprendront pas de quoi on parle aujourd'hui. Ils ne sauront pas de quoi on parle. Et Blackberry, elle aussi, elle a Blackberry. Et quand elle arrive au centre de formation à Metz, Grace a dit, il y a toujours des ongles et des beaux ongles. Et en fait, avec le Blackberry, il faisait du bruit, et j'entends toujours ça tapait sur les touches. Et on rigolait. Mais non, beaucoup de complicité. Il y a beaucoup de complicité, on voit entre vous êtes toujours ensemble sur les réseaux ou quoi. C'est mignon et c'est aussi, alors avec Grace et avec les autres aussi, c'est cette bonne humeur et cette cohésion aussi qui vous a amené jusqu'au titre olympique en 2021, puisque ça a été décalé d'1 an. Là, c'était... Tu en as parlé rapidement, mais l'accomplissement de ta carrière, la mission à laquelle tu t'étais fixée au début, elle était atteinte? Ouais, complètement. On a beaucoup échangé avec beaucoup de filles. Et à Tokyo, j'ai senti ce groupe mature dans tous les sens. Je m'explique. À Rio, il y avait justement une partie de cette équipe de France, la génération qui avait connu Pékin, la déception très douloureuse de Londres. Et il y avait cette génération qui est arrivée depuis, on va dire, 4 ans, presque quasiment, et qui n'avait jamais connu les Jeux. Et il y a eu cette synchronisation, mais malgré tout, il y a eu le fait qu'il y a une partie qui n'avait jamais vécu les Jeux et qu'il y a eu cet émerveillement et on veut vivre les Jeux et tout, etc. Et à Tokyo, et je reprends les mots de Grace Zaidi, non mais c'est bon là, il y a eu Rio maintenant, c'est bon, on a vu les Jeux maintenant. Voilà. Ok, maintenant c'est sérieux. Ouais. Et c'est pas que c'était pas sérieux en fait à Rio. Mais fini les petites étoiles, la découverte. Inconsciemment, il y a ce truc. Il y a ce truc. Et le groupe était mature parce que tout le monde, 90% du groupe avait déjà vécu les Jeux. Non, un petit peu moins quand même, un petit peu moins. Mais c'était surtout sur le poste des ailières. Poste des ailières et du coup Paulette qui avait jamais connu. Mais la grosse ossature avait déjà vécu. Il y avait cette expérience-là aussi. Exactement. Et j'ai senti de toute façon que le groupe, on était en mode déter. Je l'ai dit à un moment donné, à une interview, on est dans le mal et on ne sait pas si on va se qualifier, on est sur le fil du rasoir. Et je dis, on sera champion olympique. C'est vrai? T'avais cette certitude-là? J'avais cette certitude. Mais d'où elle te venait? Du coup, c'était l'ambiance du groupe qui te faisait te dire que là... Je sais pas, des fois t'avais un feeling, quoi. Tu sais, des fois tu sens des trucs au fond de toi, mais vraiment profond. Et je sentais que le groupe était prêt, qu'il manquait juste ce petit clic, ce petit truc. Et on l'a trouvé... intérieurement dans le groupe et ça nous a resserrés, il y a plein de choses, mais je le sentais au fond de moi parce que la mission qu'on s'était lancée, il y avait du déter, il y avait du focus et je sentais qu'il y avait finalement il y avait quasiment rien en fait qui pouvait nous détourner de ça. On avait été championne du monde dans les 5 ans qui s'étaient écoulés, on avait fait vice-championne olympique, médaille de bronze à l'Euro 2016. Après, on est championne du monde en 2017. On est championne d'Europe à la maison en 2018. Ok, on floppe en 2019 à Kumamoto. Ok, retour sur terre. 2020, les filles sont médaillées d'argent du coup à l'Euro, Covid. Et en fait, donc vous étiez tout le temps là en fait. On était là, et donc c'était la suite logique. Et c'était à nous de prendre le truc et de dire, bam. On va prendre le truc en main, on va le faire et on y va. Et on va concrétiser. Et je voyais les certitudes, je voyais le groupe,
il y avait tout qui était là pour réussir. Il y avait tout qui était là pour réussir et pour y arriver. Et pour beaucoup, quand on réussit finalement l'accomplissement et la mission qu'on s'est fixée dans notre vie, il y a presque une sensation de vide après, une fois que c'est arrivé, parce qu'on n'a plus vraiment d'objectif en tête. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi après Tokyo? Ouais, alors pas que j'ai plus d'objectif, mais par contre j'ai fait une dépression post-olympique. Ouais. Clairement. C'est quoi, t'avais plus d'envie, t'avais plus c'est ça, mais c'est exactement ce vide-là. Je me revois, alors je suis chez moi. Après l'euphorie médiatique, on rentre, il y a eu 48 heures, 72 heures de médias que je fais à Paris. Et je me revois, je tombe sur mon lit comme ça et je regarde le plafond, donc blanc. Et je me dis, dans 5 jours, je dois partir à Ljubljana. Okay. Donc retourner au club, retrouver la vie de tous les jours. Exactement. Et là, je me dis waouh. Et je retourne en club. Et en fait, ce que je regrette, nous, dans notre sport, c'est qu'on n'a jamais le temps de savourer nos victoires. Jamais. On en a beaucoup parlé cette semaine de cette dépression post-JO, notamment chez les athlètes après les JO Paris. Si tu devais dire quelque chose là, à nos athlètes qui sont en train de passer par cette petite déprime, tu leur dirais quoi? Ouais, qu'il faut prendre le temps en fait. Faut prendre le temps pour soi, de laisser passer. Nous, on n'a pas eu le choix, on doit retourner en club, donc on a pris cette habitude-là. Mais je me souviens, on se retrouve, donc moi je retourne en club, il y a aussi plein de filles qui retournent dans leur club quasiment immédiatement, et je nous revois. Donc avec mon club, on part à Győr. On était en tournoi avec Győr, on avait des matchs d'entraînement avec Győr, et on se retrouve toutes les Françaises. Et donc du coup, on est... À Crime, on était 2 Françaises, il y avait Océane Sercien, et à Győr, il y avait Estelle, il y avait Laura, enfin, on était beaucoup de Françaises. Et je me revois avec Estelle, on parle, et en fait j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'être là, en fait, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de... Le handball, ça me saoule. Ah ouais. Je m'emballe. Et en fait, t'es en mode robot. T'es en mode robot jusqu'au moment où en fait le robot il marche plus. Ça craque. Et donc du coup il y a eu Barcelone après, on a été vice-championne du monde de nouveau. Donc c'est l'équipe de France à chaque fois, mine de rien, qui te redonne aussi un peu cette envie du handball. Ouais, exactement. Et donc, mais ça a été dur. Ça a été honnêtement dur. Il y a eu le passage des vacances de Noël qui a fait énormément de bien. Et puis il faut partir. Mais après moi l'été, j'ai pris des grosses vacances. J'ai dit... J'étais sur les rotules. J'étais vraiment sur les rotules et mentalement, je sentais que j'étais vidée surtout. Moi, tu vois, par exemple, j'ai fait sauter mes vacances d'été pour aller me préparer en solo avec mes prépas physiques parce que je savais que c'était le seul moyen pour moi de pouvoir devenir championne olympique. Et donc, j'avais pas eu de vacances, donc ça veut dire que j'ai fait la saison. Je me remets une lame avant la prépa des Jeux, avant d'aller en équipe de France. Ça fait beaucoup. Tu te retrouves là où j'étais, voilà, c'était près de Maastricht, mais surtout dans les champs, t'es solo, donc et t'es là que pour te faire mal. Là, faut tenir dans la tête. Faut tenir dans la tête. Donc après, tu te dis, toujours là, ça a été donc l'été a été nécessaire, mais ça a été très très long. La fin de saison a été longue, dure, difficile. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on puisse laisser le temps aux athlètes en fait de digérer tout simplement. Et d'ailleurs, je suis jamais étonnée qu'après les Jeux Olympiques, derrière, souvent dans le hand, tu as beaucoup de joueuses qui arrêtent en fait pour faire une pause bébé. Ah ouais, elles choisissent ce moment-là justement pour se dire là de toute façon j'y suis plus dans la tête, donc autant en profiter. Et puis une pause là, c'est bon, le cycle ça fait 4 ans qu'on est en train de se mettre là et souvent dans le hand, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte aussi de l'exigence qu'il y a au quotidien pour vous, autant sportivement que mentalement, parce que dans la tête aussi ça joue beaucoup. Et puis les Jeux Olympiques, ça représente tellement pour vous. On dit vous, mais dans les athlètes généralement, mais dans le hand, c'est vrai que c'est un sport qui est tellement olympique pour nous, encore plus aujourd'hui. Ça représentait quoi les Jeux Olympiques pour toi? C'était un petit peu... Tout. Ouais, tout. C'était quoi ta relation avec eux? C'était, moi, quand on parle des Jeux, quand je parle des Jeux Olympiques, moi, la première image que je vois 2 images. C'est Marie-Jo et moi, je vois Carl Lewis. Ah ouais. C'est ça. Donc 2 icônes, vraiment. Et moi, c'est ça, en fait, les Jeux. Je me rappelle quand je commençais à regarder les Jeux, c'était Marie-Jo. C'était ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire comme Marie-Jo. Et c'est pour ça que j'adore l'olympisme, parce que j'adore l'athlé, déjà. J'ai toujours adoré ça. Et en fait, d'avoir vu Marie-Jo briller, en fait, moi, j'ai voulu faire comme elle.
j'ai voulu le faire quand même. Tu l'as rencontrée parce qu'on voit des photos avec elle. Là, tu as eu le plaisir de la rencontrer. Ouais, Quelle on s'est relation rencontrés plusieurs fois. Ouais, parce qu'elle a écrit la préface de ton livre. Hein. Ouais, tout à fait. Très touchée qu'elle ait accepté. Elle a pris cher? Non. Désolé. Non, on a une superbe relation. Ouais. Honnêtement, j'apprécie énormément. Est-ce que tu étais comme une gamine quand tu l'as rencontrée ou comment tu as vécu ça? Parce que c'était quand même ton idole, que tu te retrouves face à elle. Je sais pas si gamine, c'est mais... Impressionnée? Pas impressionnée, mais beaucoup de retenue. Ouais. Beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur. De pudeur. Ouais. Exactement, ouais. Parce que tu rencontrais celle qui t'avait donné envie. C'est fou. Exactement. C'est celle qui m'a permis de rêver, de se dire que toi aussi tu peux le faire en tant que femme de couleur, toi aussi tu peux le faire en tant que femme de... Puis il y avait aussi de la Guadeloupe, et tu vois, Longiligne. Vous avez beaucoup de points en commun. Ouais, exactement. Et puis quand j'étais plus jeune, souvent ils me disaient tu ressembles à Marie-Jo. Parce que j'avais aussi cette coiffure, comme Marie-Jo, j'étais Longiligne, je venais de la Guadeloupe. Tu vois. Les raccourcis sont vite faits. Ouais, les raccourcis sont vite faits, donc ouais. C'est fou parce que les JO, c'est là qu'on se rend compte aussi de la magie des JO. C'est un moment où aussi, vous, les athlètes, vous rencontrez beaucoup d'autres athlètes. C'est peut-être le moment pour certains de rencontrer des idoles aussi. Ça a été ton cas, toi, qui t'as pu croiser justement? Moi, j'ai été, mais vraiment... Alors, donc déjà, moi, je rencontre à Pékin Usain Bolt. Juste avant son contrôle antidopage, là, après sa finale, voilà. Incroyable. Dan Carter aussi, ça a été une dinguerie de le voir et tout, parce que j'adore le sport, donc je regardais le rugby, All Black et tout, etc. Et puis j'ai rencontré Michael Phelps. Et moi, Michael Phelps, c'est Pékin, et du coup, c'est quand il bat le record de Mark Spitz et tout, c'est une dinguerie, c'est une folie. Et quand je le vois au village, je le vois là à la cantine. Et juste photo, j'ai fait ça. La photo, elle l'arrache, elle est floue et tout parce que je voulais pas, mais je me dis putain, c'est Michael Phelps. Et en plus, c'est pas en 2008 quand je prends la photo, c'est en 2016 que je prends la photo à Rio, je le vois, tu vois. Et puis je prends la photo, c'est fait à l'arrache comme ça, mais dinguerie. Je revois Asaf Poel aussi dans le village, s'arrêter, il parlait aussi. Mais à ce moment-là, quand je prends la photo, je me rends pas compte, mais avec Novak. À Pékin. Donc à cette époque-là, c'était pas le GOAT d'aujourd'hui, mais moi je savais qu'il avait gagné du coup l'Open d'Australie, que c'était son premier grand chelem et tout, etc. Donc je le vois dans le staff dans le bus là, parce que le village était très grand à Pékin. Et donc je le vois, on commence à parler, super cool et tout, etc. Enfin ça aussi c'est des moments un peu comme ça qui sont marquants. C'est fou parce que tu racontes ça. Normal. Comme si c'était normal. J'ai vu Michael Phelps au petit déj. C'est des trucs qui sont tellement improbables, mais c'est ça qui est fou dans l'olympisme. Et tu connais du monde un petit peu, on se rend compte dans tout le milieu sportif, et justement il y a une grande star du sport français qui t'a laissé un petit message aujourd'hui. Alison, petite dédicace à toi. Tu es une athlète et une fille merveilleuse, et un grand merci pour la force que tu me donnes. Cyril Gane, notre combattant français de MMA. Alors improbable, comment vous vous connaissez du coup? On s'est rencontrés à Monaco. On se rencontre à Monaco, c'était après les Jeux de Tokyo. Et il n'avait pas encore la fame qu'il a aujourd'hui quand on se rencontre. Et du coup, moi j'ai adoré, tu vois, j'ai suivi son parcours, etc. Je l'ai revu après à l'UFC il y a 1 an et demi ou 2 ans, etc. Et on avait super bien accroché en fait quand on s'est rencontrés, Donc trop cool, c'est un super bon gars et tout, etc. Enfin, moi, tu vois, je suis contente de l'avoir connu, tu vois, avant sa fame, et de voir qu'il est toujours pareil. Pas, parce que lui c'est pareil, quand on lui a demandé, il a pas mis longtemps à nous l'envoyer. Donc tu vois, c'est vraiment des gens qui répondent tout de suite présents. Mais tu dois avoir un répertoire. C'est quoi le plus gros nom de ton répertoire là aujourd'hui? Pas forcément que dans le sport, d'ailleurs. Ça se trouve, tu as rencontré des people aussi à côté. C'est une bonne question. Franchement, je me suis jamais posé. C'est vrai. Je me suis jamais posé la question, vrai. Ouais. Je me suis jamais. Il n'y a pas une grande star des fois. Tu te dis putain, c'est vrai que je suis dans mon répertoire. Ouais, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Faut vraiment que je fasse et tout, mais non, Peut-être que tu les regardes pas aussi avec les yeux. C'est ça aussi. C'est peut-être ça aussi. J'en sais rien. Mais je connais des gens.
Après c'est pareil, on est des athlètes, on est des humains, tu vois, avant tout. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Tu dépasses, toi, le stade de star. C'est ça, tu vois au-delà. Et on sent malgré tout que tu t'inspires aussi de tous ces champions-là, de leur mentalité, notamment. Tu n'as jamais caché, d'ailleurs, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, tes ambitions dès le début, quand tu arrives en équipe de France, quand tu es en club. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui dérange en France? Enfin, c'est quelque chose avec laquelle on a du mal à accepter les gens qui arrivent et qui disent je vais réussir, je vais gagner, je vais être le meilleur. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est pas dans notre mentalité. On est toujours, mais c'est un petit peu un peu dans tout. L'argent, c'est assez tabou en France. Dire que tu as des ambitions, c'est tabou parce que finalement, nous, la France, on est toujours le pays, on peut être pionnier, mais finalement, non, on va attendre que les autres ils fassent et puis après, comme ça, on pourra dire. Et je pense que c'est notre mentalité, c'est-à-dire que dire que tu as des ambitions, que tu veux réussir, que tu peux le faire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, j'adore la mentalité américaine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'afficher leurs ambitions. Et voilà, et en fait, si tu te croûtes, tu te manges, bah tant pis, mais moi. Le fait d'afficher mes ambitions, c'est parce que j'avais une grosse force de travail, que j'étais forte dans ma tête et que... C'était même pas une question de talent, toi. Tu t'es dit juste, je sais que je vais travailler, donc je vais réussir. C'était même pas, tu te disais, je suis très talentueuse. Non, c'était pas ça. Tu vois, mais je savais que ma mère, elle me disait, voilà, comme tous les parents, je pense qu'il faut travailler, mais quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te battre pour. Et moi, j'ai toujours eu cette vision, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé en moi. Et c'est quelque chose que j'ai masterisé, tu vois, avec le temps, parce que quand tu prends de l'âge, tu travailles plus en quantité, il faut travailler sur la qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps, tu vois, à m'en défaire. Et c'est pendant très longtemps encore. J'ai mis du temps à m'en défaire et ça m'a joué des tours. Du coup, ça a causé des petites blessures et tout, etc. Parce que tu as trop forcé. Ouais, j'ai trop forcé parce que j'ai toujours été dans le truc. Ouais, repousse tes limites. Allez, va au bout, repousse. Oui, tu peux, là. Et au bout d'un moment, tu es aussi limité la limite du corps. C'est le corps, au bout d'un moment, il dit. J'ai plus pareil, ça c'est sûr. Exactement. Donc, mais on sent que tu as toujours cette volonté, malgré tout, enfin que tu es quand même habité par... C'est vraiment ta dernière saison, là, tu te vois pas... Non, mais honnêtement, je vais être très honnête avec toi, parce que moi, je fonctionne, tu vois, comme ça. Et je pourrais jouer encore, honnêtement, 3 ans. Franchement, 3 ans, je pourrais jouer comme ça, en faisant que de la défense, Ouais, franchement, je peux jouer. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à quelqu'un. Mais pourquoi faire ? Avant, moi, je marche que aux objectifs. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un goal, sinon, si j'ai pas de goal, tu ne seras pas porté. Voilà, je serai pas portée, je serai pas habitée par le truc, je serai pas. Voilà, toute ma carrière, ça a été ça. Quand je m'entraînais dans les clubs, quand j'avais pas été championne olympique, j'avais mon truc, c'était là, c'était ici, mon étoile du Nord, là, et j'étais là, je veux devenir championne. Donc, il faut que tu t'entraînes, t'as pas le choix, c'est ça que tu veux faire. T'as jamais été championne du monde, tu veux devenir championne du monde, bah entraîne-toi, fais plus, répète, voilà. Et c'était ça, c'était tout le temps ça, J'étais portée par un objectif que j'avais atteint, bam, je l'avais atteint, bam, ok, tu continues, bam, bam, bam. Et en fait, là, je vais continuer. Pourquoi ? Pour dire que je continue. Non, ça m'habite pas. Et je respecte ceux qui ont envie de le faire. Mais moi, ça me botte pas, ça m'habite pas, ça me donne pas envie. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que j'aspire à une autre vie. Peut-être qu'à la fin de la saison, je ne remporterai pas la Ligue des Champions, mais ce ne sera pas une frustration. Il y aura de la déception, c'est sûr. Mais ça ne changera pas ta décision. Voilà, ça ne changera pas ma décision. J'aurais été au bout de moi-même. Et puis la réalité, c'est que mon corps, il me dit aussi, cocotte, t'es gentille. Il me dit ça. Et puis surtout, quand cette année, je suis retournée en prépa l'été, en club, je me suis dit, non, c'est la dernière fois que je m'inflige ça. Non, je me suis dit... Dur. C'est bon. Ouais, c'est dur. Et puis, je vais être très honnête avec toi. Donc... Quand j'ai commencé, j'ai fait peu importe les sports, l'une de mes plus grandes forces a été j'ai toujours été au-dessus de la moyenne. Parce que j'avais des qualités physiques, hors normes et tout, etc. Donc j'avais toujours cette capacité, tu vois, à être devant et tout, etc. Aujourd'hui, je suis plus devant. Et ça, c'est dur à accepter. Et ça pique. Ouais, franchement, ça pique. ça pique mon ego, honnêtement, de voir que je suis plus capable de courir comme les jeunes, parce que pendant longtemps, j'ai couru avec les plus jeunes et je courais devant et j'étais capable. Et aujourd'hui, de voir que les jeunes me dépasse, ça pique. C'est le moment où je te dis vaut mieux s'arrêter. Et puis mon corps aussi me dit, je pense que franchement cette dernière saison je te la donne, mais on n'ira pas au-delà parce que voilà,
Ouais, tu vois. Donc, ça sert à rien de forcer ça sert à rien. Et puis la saison de trop, quoi. Ouais, la saison de trop, si c'est pour venir, t'es pas motivé, tu te traînes, là. C'est pour se réveiller tous les matins, si je vais m'entraîner, ou commence à t'inventer des blessures, parce que c'est ça, il y en a des fois quand ils font la saison de trop, ils commencent à s'inventer des blessures un petit peu, parce que, et ça c'est horrible, moi j'ai pas envie de faire la saison de trop, j'ai besoin de, je veux pas tricher. Je veux pas tricher. Ouais, tu veux être pleinement dans je vais être pleinement dans le truc, je veux pas tricher, et donc j'y arriverai pas. Parce qu'avec moi-même, tu vois, des fois, quand c'est pareil, l'été, quand tu dois t'entraîner, tu t'entraînes seul. Et des fois, tu as envie de. Vas-y, flemme. Non. Et moi, j'ai toujours eu cette culpabilité de me dire non, vas-y, va t'entraîner parce qu'après, en fait, je vais me sentir coupable et genre, le truc, je vais le ruminer. Tu sais, c'est genre comme des fois, tu es sur le tapis, il n'y a personne qui te regarde, hein, tu es qu'avec toi-même, mais genre, tu peux genre gruger une ou deux. Non, tu te mets toi-même la pression. Je me le dis. Et en fait, quand j'essaie de gruger, non, vas-y. La culpabilité, elle te rattrape. De fou. Elle me rattrape de fou. Donc, mais tu vois, tu parlais de cette solitude aussi parfois dans la carrière de sportif de haut niveau aussi, c'est ça? Est-ce que tu as la sensation, et c'est ce qui te pousse là aujourd'hui aussi à vouloir arrêter, avoir peut-être mis un peu trop entre parenthèses ta vie personnelle que tu as envie de retrouver aujourd'hui? Oui, il y a ça aussi. J'ai le souhait de devenir maman. Et je pense que c'est le bon moment maintenant pour moi de clôturer ce chapitre à la fin de cette saison. Honnêtement, je le sens deep down au fond de moi que c'est bon et que j'ai envie de passer à cette nouvelle vie. J'ai envie d'accorder du temps aux gens que j'aime. Voilà, avec la personne avec qui je partage ma vie, etc. J'ai ce souhait-là. Donc, honnêtement, et puis j'ai envie aussi de continuer à voyager et puis surtout d'être maître de mon temps. Ouais. C'est ça. C'est ça qui m'habite. T'as retardé cette envie d'avoir un enfant pour prioriser sur ta carrière ou pas? Non, parce qu'il y a eu des opportunités qui se sont proposées à moi à certains moments. Mais voilà, j'étais en couple, on s'est séparés. Donc ça n'a pas abouti, pas parce que j'ai pas voulu en fait devenir maman, mais parce que par la force des choses, la relation n'a pas fonctionné à terme. Et puis voilà, on s'est séparés. Donc moi, je te demande parce que, comme tu l'entends, je suis un homme. Non, et je trouve qu'on réalise pas forcément à chaque fois les sacrifices que les joueuses font des fois. Est-ce que peut-être tu as un exemple d'une coéquipière ou quoi qui a souffert de ça ou je ne sais pas? Alors, non, parce que c'est vrai que... Il y en a beaucoup qui l'ont fait en équipe de France. Exactement, et c'est ça, qui sont revenus. Et moi, j'ai été vraiment dans le moment où il y a eu un petit peu de moment de bascule, où finalement le tabou a commencé à se briser. Donc j'ai connu l'avant, où du coup, il y a eu ces envies et les filles ne savaient pas trop comment faire, et tout, etc. Et j'ai été dans les deux vagues. J'ai été dans la vague avant, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Et puis au moment où le tabou s'est brisé, et aujourd'hui, tu as beaucoup de clubs qui ouvrent la porte à des discussions pour dire, écoute... on est à l'écoute, tu veux devenir maman, tu veux avoir une cause, on peut s'adapter. Mais la seule condition qu'on te donne, par exemple, c'est une fenêtre. Pour aussi. Oui, parce que c'est quand même très calculé, très. Exactement, parce que le club, forcément, si tu tombes enceinte, il faut qu'ils recrutent une autre joueuse, donc ils anticipent. Et si finalement tu tombes pas enceinte, parce que ça c'est aussi une possibilité, il faut aussi le prendre en compte. Donc après c'est une fenêtre, tu sais, ça peut être 6 mois, mais elle existe, parce que je te dis 6 mois, mais par exemple 6 mois à partir de la fin de saison. Par exemple, tu peux commencer déjà à procréer 3 mois avant, dire, tu vois, 2 mois avant, tu vois, donc d'anticiper un petit peu pour gruger. Mais je sais que dans certains clubs, tu vois, ça peut être comme ça parce que le club veut avoir la possibilité de se retourner et de trouver un joker. Ça n'engage plus que toi, en fait, c'est ça qui est fou. C'est un projet qui est tellement personnel et qui d'un coup devient public pour plein de gens. Donc c'est ultra frustrant quand même comme façon de. Ouais, c'est sûr, mais je pense que malgré tout. C'est la voie la plus... Vaut mieux que ce soit comme ça, exactement, on est bien d'accord. Exactement. Et puis, je trouve ça hyper magnifique de voir aujourd'hui que quasiment toutes les mamans reviennent après leur grossesse. Parce que finalement... Laura Glosser qu'on a vu tout à l'heure, il y en a énormément. Et très en forme. Je pourrais en citer plein. Mais je trouve ça génial. Et puis... Quand elles reviennent, tu sens qu'il y a ce truc... il y a un truc en plus. Ouais, il y a ce truc en plus. Ouais. Tu sens qu'elles se battent pour un truc en plus. Et puis, finalement, elles arrivent... tu sais, il y a le moment pour le handball. Et puis, en fait, maintenant, il y a mon enfant. Donc, en fait, tout ne tourne pas autour du handball. Les priorités sont... Voilà, exactement. Et en fait, t'en as plein. En fait, quand le handball est terminé, on ferme la porte. Là, je retrouve... C'est le rayon de soleil, tu vois, c'est ça. Et je trouve que c'est un équilibre... tu vois, ça permet de relativiser, mais ça apporte aussi un autre équilibre, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et avant de te quitter, on a le petit défi, comme habituel, de l'Ému, qui a un petit dilemme pour toi.
Ben non, je sais que ta non-participation au JO de Paris t'a beaucoup touché dans un premier temps. Après, tu nous as déclaré que ça y est, t'as réussi à passer au-delà de ça. Est-ce que tu aurais échangé potentiellement 2 titres olympiques contre un titre à Paris? Jamais. Jamais? Ah ouais? Jamais. Non. Parce que tu sais, toutes les aventures sont différentes. Par contre, ce que j'aurais kiffé, c'était de vivre cette vibe des jeux, la ferveur avec le public. Enfin, moi, je l'ai vécu, tu vois, les week-ends où je suis rentrée à Paris, tu sentais qu'il y avait une émulation, il y avait une atmosphère. Les gens étaient contents. C'était génial. Franchement, c'était génial à vivre, même en étant en dehors, en tant que spectatrice. Je me revois à la Défense avec Léon Marchand. Enfin, il y avait les filles au hand, il y avait l'athlé quand Lyles il gagne son 100 mètres, je suis au stade, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Et c'est sûr que j'aurais aimé vivre ça. Honnêtement, quand j'en ai parlé avec d'autres filles qui avaient fait les jeux, j'ai dit ouais, ça c'est vraiment le truc, mais j'ai aussi vécu des jeux magnifiques. D'une autre façon. Exactement. Ouais. Et tous les titres ont leur saveur. Est-ce que tu mets 2 titres dans le truc pour vivre Paris? Je sais pas, tu vois. C'est cher payé. Ouais, c'est cher payé, c'est cher payé pour te dire que c'est beau d'être sacré devant ton public, parce que je l'ai déjà vécu à l'échelle handballistique. C'est beau, c'est magnifique, mais tu n'enlèveras jamais, du coup, l'aventure qui a été vécue à Tokyo, ce qui t'a amené à avoir ce titre pour un autre. En tout cas, c'est pas ma conception. En fait. Ouais. Il y a tout un cheminement, il y a toute une histoire derrière, et il y a toutes les personnes qui sont engagées dans le projet. Et non, je les changerai pas. J'aurais aimé vivre Lille, carrément, complètement. Mais on n'échange pas. T'es très bien comme ça. Voilà, on refait pas l'histoire. Parce que si c'était si facile, il y a plein d'histoires que j'aurais refait déjà aussi. Ce sera l'objet d'une autre émission pour savoir qu'est-ce qu'elle aurait changé à sa vie. Exactement. Bon, c'est super. Merci Ali. Je suis bien contente d'avoir partagé aujourd'hui tes histoires de championne, que tu les aies partagées avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, les muches. Merci à toi. Ça a été une sauce gentille. Ouais, une sauce gentille, ouais. J'ai essayé, mais t'es trop forte, Alicia. T'as réussi à me faire des petites larmes alors que c'était pas prévu. C'est fou. Ouais, mais ça, c'est souvent quand on parle des gens que l'on tient, des gens qui t'aiment, qui touchent, voilà. Eh ben c'est top. Merci beaucoup Ali d'avoir été avec nous, et nous on se retrouve très vite. Vous vous abonnez évidemment sur la chaîne YouTube, la petite cloche pour avoir les alertes, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dans la sauce. Ciao.